Il était presque minuit. Le trottoir était froid, fissuré et désert, à l'exception d'elle. Chloé se tenait pieds nus, ses pieds enflés saignant à travers ses chaussettes usées, une main serrant son ventre, l'autre agrippée à un banc pour garder l'équilibre. Son manteau ne fermait presque plus. À ses pieds, une enveloppe en cuir luisait sous la lumière d'un lampadaire. Pas de nom, pas de son, juste le silence. Et un choix qu'elle ne s'était jamais attendue à devoir faire. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Ses doigts tremblaient de froid, mais ce n'était pas seulement le vent qui la faisait frissonner. Chloé Moreau, 19 ans, enceinte de 7 mois, et nulle part où aller. Une semaine plus tôt, elle avait un lit, un travail, une mère, un avenir. Maintenant, elle n'avait rien d'autre qu'un sac à dos élimé et la peur constante d'être vue. Quand elle a repéré l'enveloppe, sa première pensée a été la survie. Peut-être qu'elle contenait de l'argent. Peut-être qu'elle pourrait lui acheter un repas chaud. Mais alors qu'elle la ramassait et la retournait, quelque chose en elle, quelque chose qui ressemblait encore à la voix de sa mère, a dit « Ne fais pas ça ». Alors, elle ne l'a pas fait. Et à cet instant, tout a commencé à changer. Ceci est l'histoire de comment Chloé a perdu sa place dans le monde et a trouvé quelque chose que personne n'aurait pu prédire. Mais cette nuit-là, debout, seule, sous les lumières de la ville, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. L'odeur de nettoyant au citron lui rappelait toujours sa mère. À l'époque où Chloé vivait encore dans leur minuscule appartement, au-dessus de l'école primaire, où Hélène Moreau avait travaillé comme aide cantinière pendant plus de 20 ans, les matins commençaient avec le bruit des serpillères sur le carrelage et sa mère fredonnant de vieilles chansons françaises. « Reste discrète, ma chérie », avait l'habitude de dire Hélène. « Sois gentille, sois honnête, le reste n'a pas d'importance. » Chloé la croyait, elle le devait. C'est comme ça qu'elle avait survécu dans les couloirs du lycée Victor Hugo, avec un uniforme de seconde main pendant que les enfants riches portaient des marques. Elle travaillait à temps partiel à nettoyer les salles de classe et à ranger les étagères en échange des frais de scolarité. L'une des seules boursières dans une école de grand nom et de dents parfaites. Et puis elle a rencontré Lucas Chevalier. Il était tout ce qu'elle n'était pas, confiant, téméraire. Il l'appelait « Mon soleil » quand personne d'autre ne la regardait dans les yeux. Il se faufilait dans la bibliothèque pendant ses heures de travail et la faisait rire alors qu'elle essuyait les bureaux. Leurs textos secrets se sont transformés en conversations chuchotées. Ces conversations se sont transformées en autre chose. Ce n'était pas de l'amour, pas vraiment, mais cela y ressemblait assez pour quelqu'un qui n'avait jamais été vu auparavant. Puis vint le test. 2 lignes roses. Chloé l'a fixé pendant des heures. Elle n'a pas pleuré. Pas au début. Pas avant d'imaginer le dire à sa mère. Mais elle n'en a jamais eu l'occasion. Hélène s'est effondrée 1 semaine plus tard, pendant son service. Un AVC silencieux. Chloé l'a trouvée sur le sol de la cuisine, la soupe bouillant encore sur la cuisinière. L'ambulance est arrivée vite, mais pas assez vite. Le lendemain, Chloé l'a dit à Lucas. Il a cligné des yeux, puis il a ri, et a dit « Ce n'est pas possible ». Quand elle l'a dit à sa mère, Madame la proviseure Chevalier, ce fut pire, bien pire. « Tu penses que ça va te rapporter de l'argent? Un nom? L'avenir de mon fils ?» cracha-t-elle. « Tu es comme ta mère, juste bonne à nettoyer les dégâts des autres. » Le lendemain matin, Chloé a été renvoyée. Pas de lettre, pas de salaire, pas de logement. Toutes les affaires de sa mère ont été saisies par le gérant de l'immeuble. Pas de proches parents. Chloé s'est retrouvée dehors, avec 2 sacs en plastique, et nulle part où aller. Elle a posé une main sur son ventre et a murmuré « Je suis désolée ». C'est ce jour-là que tout a commencé à s'effondrer. Chloé rêvait de recettes. Quand sa mère était encore en vie et que le monde semblait stable, elle restait éveillée la nuit, à imaginer l'odeur du poulet au romarin, du pain chaud, ou la texture crémeuse d'un velouté de butternut. Son rêve était simple. Obtenir un diplôme de cuisine, ouvrir un petit café et l'appeler « la table d'Hélène ». Un endroit où les travailleurs fatigués et les enfants solitaires pourraient se sentir rassasiés, ne serait-ce que pour un repas. Ce n'était pas grandiose, mais c'était à elle. Et pendant un certain temps,
Cela a même semblé possible. Au lycée Victor Hugo, entre le nettoyage des salles de classe et les études en secret, Chloé a commencé à expérimenter. Une gentille bibliothécaire lui prêtait des livres de cuisine. Parfois, elle apportait des scones faits maison enveloppés dans des serviettes et les partageait discrètement avec Lucas dans la cour arrière. « Tu devrais ouvrir une pâtisserie », a-t-il dit une fois, la bouche pleine, les yeux doux. « J'y irai tous les jours. » Elle a souri, se permettant de le croire. Puis est venue la nouvelle de la grossesse et le silence qui a suivi. Après que Madame Chevalier l'a renvoyée, Chloé a essayé de tenir le coup. Elle pensait que peut-être, juste peut-être, Lucas la défendrait, dirait quelque chose, offrirait de l'aide. Mais les jours ont passé. Pas de message, pas de coup à la porte, pas d'excuses. Puis, la porte n'était plus là non plus. Quand le gérant l'a mise dehors, pas de loyer, pas de mère, pas de droit, elle a atterri à l'arrière d'un refuge municipal. C'était complet cette nuit-là. Elle a passé la soirée assise près des urgences d'un hôpital public, faisant semblant d'attendre quelqu'un. Elle n'était pas la seule à faire semblant. Au cours des semaines suivantes, Chloé a dérivé. Gare, sous-sol d'église, un banc sous une autoroute qui empestait la fumée et le désespoir. Elle serrait son ventre comme un secret, évitait les miroirs et mangeait ce que des étrangers lui offraient, s'ils offraient quoi que ce soit. Dans un fast-food du centre-ville, elle a tenté de postuler pour un emploi. Le gérant l'a regardée de haut en bas, a vu le ventre et a dit « Nous n'embauchons pas de personnes avec des complications. » Elle a hoché la tête et est partie. Le moment le plus bas est arrivé devant une supérette. Elle a demandé au caissier si elle pouvait nettoyer le trottoir pour une bouteille d'eau. Il a ri et s'est détourné. Elle s'est assise sur le bord du trottoir, a posé ses paumes sur le béton froid et a murmuré « Je trouverai un moyen ». Et d'une manière ou d'une autre, elle y croyait encore. Cette croyance s'est brisée un après-midi pluvieux, quand quelqu'un a volé le reste de ses vêtements pendant qu'elle se lavait le visage dans des toilettes publiques. Cette nuit-là, trempée, frigorifiée et endolorie, elle s'est recroquevillée sous un auvent et a regardé les voitures passer. Personne ne la regardait. Personne ne ralentissait même. Et elle pensait toujours qu'elle pouvait tout arranger. La pluie n'a pas cessé pendant 3 jours. La 3e nuit, Chloé avait cessé de regarder l'heure. Ses chaussures avaient disparu, volées alors qu'elle s'était assoupie près d'une bouche de chauffage à l'arrière d'une église. Ses chaussettes étaient déchirées et trempées. Le froid lui mordait les os, mais le pire était l'humidité qui s'accrochait à sa peau comme de la honte. Elle était enceinte de 7 mois et demi. Chaque nuit, elle appuyait son dos contre les briques de n'importe quelle ruelle ou porche couvert qu'elle pouvait trouver, les mains enroulées autour de son ventre, chuchotant des berceuses qu'elle se rappelait à peine de son enfance. Au clair de la lune, fredonnait-elle, la voix brisée, les yeux gonflés. Plus personne ne proposait d'aide. Dans les files d'attente des refuges, on lui disait « Désolé, complet ce soir ». Sur les trottoirs, les gens la contournaient comme si elle était un sac poubelle mal placé. Et d'une certaine manière, elle a commencé à croire qu'elle l'était. Un matin, elle s'est tenue devant une boulangerie juste au moment où il jetait des muffins invendus. Un jeune employé a regardé son ventre, a hésité, puis en a laissé tomber 2 dans un sac et l'a fait glisser sur le pavé sans dire un mot. Elle l'a remercié quand même. Cette nuit-là, elle était assise sur un banc du centre-ville, grignotant les miettes du sac en papier quand un homme en manteau sombre est passé en coup de vent. Il était pressé, parlant dans son téléphone, distrait. Quelque chose est tombé dessous son bras. Une enveloppe en cuir, épaisse, lourde, le genre de chose que les hommes d'affaires tiennent comme si elle avait de l'importance. Chloé s'est figée. Elle l'a regardé. Puis l'a regardé lui, déjà à un demi-pâté de maison. Personne d'autre n'a remarqué. Elle l'a ramassé. À l'intérieur, un passeport, des clés, un badge d'entreprise, un contrat plié et 5 billets de 100 €. Son souffle s'est coupé. Pendant 1 minute entière, elle n'a fait que regarder. Cet argent pourrait lui payer une chambre, de la nourriture, des vêtements propres. Il pourrait la sortir du froid. Ses mains tremblaient. Puis un nom sur le badge. Daniel Lambert, PDG,
Fondation Lambert pour l'équité sociale. Elle n'avait aucune idée de ce que cela signifiait, mais la voix de sa mère a résonné fort et clair. « Si ce n'est pas à toi, ma chérie, ça ne te portera jamais bonheur. » Chloé s'est levée. Il lui a fallu 1 heure pour trouver le bâtiment, un gratte-ciel de verre et de silence. Le gardien de sécurité l'a regardée comme si elle venait d'un autre monde. « J'ai trouvé ça », dit-elle en tendant l'enveloppe. « Je pense que c'est important. » Une femme en blazer noir est apparue quelques instants plus tard, a pris rapidement l'enveloppe et a hoché la tête sans sourire. « Merci, nous informerons Monsieur Lambert. » C'est tout. Personne ne lui a demandé son nom. Personne ne lui a offert de siège. Elle a quitté le bâtiment et a marché jusqu'à ce que ses jambes la lâchent. Cette nuit-là, recroquevillée dans un coin derrière une station-service fermée, Chloé a murmuré à son ventre « J'ai fait ce qu'il fallait, d'accord ? Même si c'était stupide, même si personne ne s'en soucie. » Elle a essuyé ses larmes avec le coin de sa manche. Son visage était rouge à cause du vent. Son corps lui faisait mal à des endroits pour lesquels elle n'avait pas de nom. Elle a pensé à sa mère, au café qui n'existerait jamais, à Lucas, au bébé qu'elle n'avait même pas encore tenu dans ses bras. Et dans cette obscurité, elle a cru, vraiment, que personne ne viendrait jamais pour elle. Cette nuit-là, elle pensait que personne ne viendrait. Plus jamais. Et vous? Avez-vous déjà fait ce qu'il fallait, même quand personne ne regardait, même quand ça faisait mal? Partagez votre histoire dans les commentaires. Parfois, le plus petit acte d'honnêteté peut résonner plus fort qu'on ne l'imagine. Peut-être que votre histoire est exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. 3 jours ont passé. Chloé n'attendait rien. Elle est retournée à son banc habituel près des marches de la bibliothèque, celui avec l'accoudoir cassé que personne d'autre ne voulait. Elle ne mendiait pas, elle ne levait même plus les yeux. Elle restait juste assise, le ventre de plus en plus lourd, la faim lui rongeant la poitrine comme un animal. Vers midi, un SUV argenté s'est garé sur le bord de la route. Elle ne l'a pas remarqué au début, mais la vitre s'est baissée. Une femme s'est penchée, peut-être la trentaine, en blouse, les cheveux bouclés attachés, les yeux gentils. « Êtes-vous Chloé ?» Chloé a cligné des yeux. Personne n'avait prononcé son nom depuis des semaines. « Oui », répondit-elle lentement, la voix rauque. La femme a souri et lui a tendu une boîte à emporter chaude. « Il y a un mot à l'intérieur, » dit-elle. « C'est de la part de quelqu'un qui dit que vous avez fait quelque chose de bien. » Avant que Chloé ne puisse parler, la voiture est partie. Elle a ouvert la boîte. Du riz, du poulet grillé, des légumes, frais, chauds, et niché à côté de la serviette, un petit morceau de papier plié. « Vous ne me connaissez pas, mais vous avez rendu sa vie à mon père. » Cette enveloppe contenait plus que des papiers. Elle contenait le contrat pour financer plus de 100 familles grâce à nos programmes alimentaires cet hiver. Vous auriez pu la prendre, personne ne vous en aurait voulu. Merci d'avoir choisi différemment. Théo, Chloé l'a lu 2 fois. Le vent hurlait toujours, son corps lui faisait toujours mal. Son avenir était toujours inconnu. Mais son nom était sur cette boîte. Quelqu'un l'avait vu. Quelqu'un se souvenait. Elle n'avait pas été invisible après tout. Cette nuit-là, alors qu'elle était assise, enveloppée dans une fine couverture, mangeant lentement le repas chaud, elle n'a pas pleuré. Elle a juste respiré, profondément. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne savait pas ce que cela signifiait, si cela signifiait quelque chose, mais elle voulait réessayer, même si ça échouait, même si ça ne durait pas. Elle voulait croire que peut-être, juste peut-être, quelque chose pourrait encore pousser des décombres. Elle ne savait pas si ça marcherait, mais pour la première fois, elle voulait essayer. L'adresse était manuscrite au dos du mot « Cuisine communautaire Lambert », demandait Monique. Chloé a hésité 1 jour et demi avant d'y aller. Le bâtiment était petit mais propre, niché entre une laverie automatique et un magasin de pièces automobiles. Une enseigne délavée à l'avant indiquait « Fondation Lambert Repas ». Tous sont les bienvenus. À l'intérieur, l'odeur d'ail et de sauce tomate emplissait l'air. Pas l'odeur de la charité mais du soin. Elle a serré son ventre et est entrée. Une femme en tablier rouge s'est tournée vers elle, les yeux curieux mais pas froids. « Je peux vous aider ?» Chloé lui a tendu le mot.
Monique l'a lu, a hoché la tête une fois, puis a souri. « On ne paie pas beaucoup, mais vous aurez des repas et un endroit pour dormir à l'étage. On a toujours besoin de plus de bras. » Chloé a cligné des yeux, incertaine. « Je ne suis pas cuisinière, j'ai juste fait le ménage et je suis enceinte. » Monique a ri doucement. « Alors vous serez à votre place. La moitié des femmes ici reconstruisent quelque chose. » Sa chambre était petite, juste un lit, un lavabo et une fenêtre. Mais elle était sèche, sûre. La première semaine, Chloé a fait la vaisselle et préparé les légumes. Silencieuse, rapide, invisible. Elle observait comment Monique remuait la sauce, comment les autres coupaient avec rythme et détermination. Elle a mémorisé chaque odeur, chaque mouvement. La nuit, elle rêvait de four et de chaleur au lieu de vent et de silence. Un soir, Monique lui a offert de goûter la soupe qu'elle avait aidé à préparer. Chloé a pris une bouchée puis a murmuré « Trop de cumin ». Monique a haussé un sourcil. « Vous avez une langue bien pendue pour quelqu'un qui n'a pas cuisiné. J'ai lu beaucoup de livres de cuisine », a marmonné Chloé. Monique a souri. « Peut-être que la prochaine fois, c'est vous qui écrirez la recette. » Chaque matin, Chloé se réveillait avec deux pensées « Je suis en sécurité maintenant. Ça ne va pas durer. » Elle essayait de croire qu'elle méritait ce nouveau départ. Mais le doute s'accrochait à ses côtes comme de vieux bleus. Elle marchait toujours doucement, sursautait toujours quand les gens élevaient la voix, pliait toujours les serviettes avec des bords parfaits, craignant que quelqu'un dise que ce n'était pas assez. Et surtout, elle gardait son histoire pour elle. Personne ne savait pour Lucas, ni pour le lycée, ni comment elle avait passé le dernier mois à dormir sur du béton. Surtout pas quand elle a appris qui était vraiment Daniel Lambert, l'homme à l'enveloppe en cuir, le même Daniel qui avait fondé la cuisine communautaire, l'homme qui l'avait un jour croisé comme si elle n'était rien, parce qu'il ne savait pas. Maintenant, elle frottait ses casseroles et aidait à nourrir les gens qu'il prétendait protéger. C'était presque poétique, presque insultant. Une nuit, longtemps après que le dernier repas a été servi, Chloé s'est retrouvée seule dans la cuisine. La table de préparation était nette, le frigo plein. Ses mains ont bougé d'instinct. Elle a commencé à cuisiner. Carottes rôties, glaçage au miel. Simple, propre. Elle a dressé l'assiette discrètement et l'a laissée sur la table du personnel. Le lendemain matin, elle avait disparu. Cette nuit-là, elle a cuisiné à nouveau. Un bénévole nommé Ruben a trouvé l'assiette et a pris une bouchée. « Qui a fait ça ?» a-t-il appelé. Personne n'a répondu. Il est resté là, hochant lentement la tête. Ça a le goût de quelqu'un qui croit encore en quelque chose. Chloé s'est figée derrière la porte du garde-manger. Elle voulait pleurer. Mais alors, le téléphone a sonné. Monique a décroché, a écouté, s'est tournée vers la cuisine. « Chloé, » dit-elle, les yeux écarquillés, « Monsieur Lambert veut vous voir, à l'étage. Maintenant. » Chloé se tenait devant la porte du bureau, les paumes moites, le cœur battant. La dernière fois qu'elle avait vu Daniel Lambert, il ne l'avait même pas regardé. Maintenant, il la demandait, par son nom. Elle a frappé. « Entrez », dit une voix calme. Daniel était assis derrière un bureau modeste. Pas de costume, pas de cravate, juste un pull gris et des yeux fatigués. À côté de lui était assis un jeune homme, début de la vingtaine, avec des traits doux et une curiosité chaleureuse dans le regard. « Voici mon fils Théo, » dit Daniel. « C'est lui qui vous a retrouvé. » Théo a souri. « Nous vous devons plus que nous ne pouvons le dire. » Chloé a cligné des yeux, ne sachant que faire. Elle se tenait droite, les mains jointes devant son ventre. Daniel a continué. « L'enveloppe que vous avez rapportée, elle ne contenait pas seulement des documents personnels. Elle contenait un contrat pour une subvention de 2 millions d'euros. Le genre d'argent qui nourrit des centaines de personnes grâce à nos programmes. Il a fait une pause. Nous n'aurions jamais su qu'elle manquait à temps, si ce n'était pas pour vous. » Chloé a changé de pied. « Je ne l'ai pas fait pour quoi que ce soit, » dit-elle. « Je ne pouvais tout simplement pas la garder, c'est tout. » Daniel l'a regardé un long moment, puis il a souri. « Et c'est exactement pourquoi nous aimerions que vous nous représentiez. » Chloé a cligné des yeux. « Quoi ? Nous organisons un dîner de charité, » a expliqué Théo. « Gros donateur, presse, tout. Normalement, nous engagerions un chef du réseau de la fondation. Mais l'un des bénévoles a goûté votre cuisine hier soir. » Le visage de Chloé a rougi. Daniel a gloussé.
Les nouvelles vont vite dans une cuisine. Nous voulons que vous cuisiniez le plat d'ouverture, a dit Théo. Quelque chose qui raconte votre histoire. La gorge de Chloé s'est nouée. Je ne suis pas une chef, a-t-elle murmuré. Je fais la vaisselle. Je n'ai même pas... Vous avez survécu, l'interrompit doucement Daniel. Vous avez choisi l'intégrité quand le monde vous a donné toutes les raisons de ne pas le faire. C'est plus que ce que la plupart des professionnels peuvent dire. Chloé les a regardés tous les deux. Ses mains tremblaient, son esprit hurlait « Fuis ». Mais quelque part, au fond d'elle, la voix de sa mère a murmuré « Tu es né pour plus que te cacher ». Elle a hoché la tête une fois. « Je le ferai ». Le soir du gala, elle se tenait dans la cuisine en tenue blanche empruntée, les mains stables sur une cuisinière. Son plat était simple, poulet au romarin, le préféré de sa mère, purée de patates douces à la cannelle, betterave rôtie, finement tranchée. Elle a mis chaque once de souvenirs, de douleur et d'amour dans l'assiette. Pendant que les serveurs la sortaient, elle ne s'est pas cachée. Elle s'est tenue près de la porte et a regardé. Les gens souriaient, fermaient les yeux en dégustant. Certains ont applaudi. Théo est revenu, souriant. Ils adorent. Chloé a senti sa poitrine se soulever. Et puis, Daniel s'est avancé, publiquement, au micro. Je voudrais remercier la seule personne dans cette pièce qui m'a rappelé que le caractère existe encore quand personne ne regarde. Chloé Moreau. Pourriez-vous vous lever? La foule s'est retournée. Chloé s'est levée lentement. Et pour la première fois depuis des mois, elle se tenait droite, vue, entière, n'étant plus la fille sur le trottoir. Chloé n'est pas retournée dans la rue. Elle n'est pas retournée se cacher non plus. Dans les semaines qui ont suivi le dîner de gala, sa vie a commencé à changer, non pas avec de grands gestes, mais avec des choix constants et calmes. Elle a accepté un poste à temps plein à la cuisine communautaire Lambert, pas seulement à la préparation, mais à la formation. Daniel a proposé de couvrir ses frais de scolarité en école de cuisine, sans condition. Elle a accepté, mais elle a aussi demandé autre chose. « Je veux enseigner à d'autres filles », lui a-t-elle dit, « des jeunes mamans, des fugueuses, toutes celles qu'on a fait se sentir petites. » Il a accepté sans hésiter. Ainsi, chaque jeudi matin, Chloé se tenait devant une petite classe de femmes à qui on avait dit qu'elles n'avaient pas leur place. Elle leur a montré comment hacher des oignons sans pleurer, comment mesurer le sel à l'instinct et, plus important encore, comment faire à nouveau confiance à leurs propres mains. Elle avait encore un long chemin à parcourir. Elle était encore en train de guérir, encore en train de grandir. Mais elle avait maintenant sa propre chambre, son propre emploi du temps. Un petit berceau qui attendait dans un coin, un petit garçon prévu pour dans moins d'un mois. Et chaque soir, avant de fermer les yeux, elle lui murmurait « On va s'en sortir. Maman s'occupe de toi. » Elle avait appris quelque chose de simple, quelque chose que sa mère avait toujours essayé de lui enseigner. L'honnêteté ne remplit pas l'estomac, mais elle nourrit l'âme, et parfois, quand le monde s'y attend le moins, elle change tout. Peut-être y êtes-vous passé aussi, peut-être avez-vous été celui qui a fait ce qu'il fallait quand personne ne le remarquait. Peut-être avez-vous donné quelque chose, ou pardonné à quelqu'un, ou tenu bon quand il aurait été plus facile de laisser tomber. Et peut-être, personne ne vous a jamais remercié. Mais et si votre courage silencieux avait changé plus que vous ne le pensez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, parce que quelqu'un là-bas pourrait avoir besoin de l'entendre aujourd'hui, pour croire que l'honnêteté, la dignité et la gentillesse comptent encore. Et si cette histoire vous a touché, laissez un like. Si vous croyez aux secondes chances, abonnez-vous à la chaîne. Il y a tellement d'autres histoires qui attendent d'être racontées. Certaines, peut-être, tout comme la vôtre.